Salut à toi, je m'appelle Gauthier et bienvenue dans mon parcours d'investisseur en bourse, l'émission qui documente mes investissements et qui t'apprend les ficelles de cet univers. Dans cet épisode, je vais acheter en live mon premier ETF S&P 500 et essayer de tout expliquer sur ce placement. Comme d'habitude, je ne suis pas conseiller financier, je documente mon aventure dans un objectif purement éducatif. Et en parlant d'éducatif, si tu ne sais pas comment investir en bourse, je te conseille les épisodes 1 et 2 de cette série, je t'afficherai la playlist en fin de vidéo. Direction le broker, je vais aller voir mes petites watchlists parce que cette fois j'en ai présélectionné 5. Et le premier que je vais analyser, c'est l'Amundi. Dans l'épisode précédent, j'en avais présenté que 3 puisqu'il me fallait plus de temps pour expliquer la théorie. Ici, je me suis permis d'en préparer 5 puisque je me dis que tu commences à t'y connaître. Pour rappel, quand on achète un ETF, on investit dans un fonds coté en bourse. Au lieu de monter une stratégie action par action, on peut acheter un seul ETF qui représente donc un panier de valeurs. Dans notre cas, l'ETF va répliquer l'indice S&P 500 et donc investir dans les 500 plus grosses capitalisations américaines. Cet indice couvre plus de 80% du marché boursier américain. Et il a été créé en 1957 par Standard & Poor's, qui est une société de notation financière. Alors tu te demandes peut-être pourquoi est-ce que j'achète un ETF S&P 500 alors que j'ai déjà un ETF Monde en portefeuille? Eh bien c'est parce que je souhaite pouvoir mieux pondérer mes investissements à l'avenir. Tu peux voir ici la répartition des actifs dans un ETF Monde. Il y a du Apple à 5%, Microsoft à 4%, Amazon 2%, Nvidia, Alphabet, Meta, Tesla, tout ça pour un total de 20%. Maintenant, sur le S&P 500, tu peux voir que les mêmes entreprises reviennent, sauf qu'elles représentent cette fois 30%. Donc plus d'exposition sur ces sociétés. Et une diversification supplémentaire puisqu'il y a d'autres entreprises qui viennent s'ajouter de manière minoritaire. Ok, retour sur le premier ETF qui est émis par Amundi. Sur l'année en cours, je vois qu'il y a eu un prix compris entre 68 et 81 euros. Le cours actuel se situe entre les deux, donc personnellement, je trouve que c'est peut-être un bon point d'entrée. Sur 10 ans, il a fait du 100%. Enfin non, parce qu'en fait, c'est sur 5 ans maximum. Et si je vais voir à 1 mois, on retrouve cette tendance baissière qui commence à être habituelle. Descendons sur la fiche d'identité, on voit qu'on est bien sur du Amundi en région Amérique du Nord. C'est un ETF synthétique à capitalisation, donc il réinvestit les dividendes s'il y en a. On a 0,23 de frais, c'est correct, et l'ETF est relativement jeune puisqu'il date de 2018. Pourtant, il a déjà l'air fort capitalisé. Bon, je ne vais pas analyser à chaque fois tous les prospectus et les infos précises, je le ferai uniquement pour les ETF qui passent mon premier test. Le fait qu'il soit synthétique me rebute un petit peu, mais je pense qu'on a un bon point de comparaison pour voir les ETF suivants. On part sur un Vanguard. On dirait que je chasse les Pokémon. Il a fait 200% sur 10 ans, donc c'est cohérent avec le premier, c'est même bien hard. On est sur la même catégorie de prix et à court terme sur cette même tendance baissière. On descend un petit peu et on remarque qu'il a les 5 étoiles ainsi qu'une réplication physique, ça signifie qu'il achète réellement les actions. Le souci, c'est la politique de redistribution des dividendes qui ne m'intéresse vraiment pas pour l'instant, donc ça va être un red flag. Par contre, je vais noter les frais à 0,07 comparé aux 0,23 de l'Amundi de tout à l'heure. C'est quand même 3 fois moins. Ce sont des ordres de grandeur qu'on peut garder en tête pour la suite. Troisième ETF. Il s'agit d'un iShares, tu commences à comprendre. À ton avis, quel sera l'émetteur de cet ETF? Bien vu, il s'agit de BlackRock. On a un prix d'entrée qui est quand même 2 fois inférieur, même si c'est pas spécialement important. Je vois également du 200% sur 10 ans. Sur 2 ans, il y a toujours cette espèce de plateau entre 2021 et 2023. Et à court terme, pas de surprise, tendance baissière. Un spot d'achat qui me semble donc correct au premier abord. Fiche d'identité, on est bien sur un BlackRock Amérique du Nord, secteur mixte, physique et malheureusement distribution. Après voilà, s'il t'intéresse, moi je te mets toujours les codes ISIN en description. Tu pourras les creuser plus loin si tu en as envie. En passant, on remarque des frais à 0,07 comme pour le Vanguard. L'Amundi, je te rappelle, était à 0,23. Quatrième ETF, encore un iShares, mais cette fois-ci en ACC. Oula, 250% sur 10 ans. On sait que les performances passées ne garantissent pas les performances futures, mais bon là c'est quand même intéressant. Puisqu'on est sur tous des ETF similaires et que celui-ci semble avoir beaucoup plus performé. Il faudrait d'ailleurs que je fasse une vidéo sur les dictons en finance, ça pourrait être intéressant. Parce qu'on les utilise souvent finalement. En attendant, le coût d'entrée est ici nettement supérieur, on est à plus de 400 euros. En fiche, on voit bien du S&P 500 de chez BlackRock, cette fois on est en physique et en capitalisation, donc c'est bien, il y a aussi les 5 étoiles, il est en longue avec des frais à 0,07. Celui-ci, il coche un petit peu toutes les cases. Enfin en tout cas mes cases. Je te rappelle que s'il est écrit en longue, ça veut dire qu'il va suivre le marché, alors qu'en short, il va essayer de parier sur la diminution du marché. Personnellement, je préfère rester sur du long pour l'instant. On va aller faire un tour dans la répartition des actifs. J'ai 20% de défensif, 50% de moyen et 30% de cyclique. Les secteurs sont mixtes mais avec toujours une prépondérance pour la technologie.
Pour ce qui est du top 10 des positions, on l'a vu en début de vidéo, on est toujours sur les plus grosses entreprises américaines. On va aller consulter la fiche du fond de ce iShares. Alors, 500 sociétés américaines leaders lancées en 2010, etc. Ça, on sait. Actif net du fonds 61 milliards. Je sais que c'est pas vraiment le critère le plus important, mais bon, ça me chauffe quand même. Principaux titres, on connaît. Répartition géographique, on est sur du full États-Unis, c'est prévu. Et les secteurs, on a déjà bien regardé. Je trouve qu'on n'a pas beaucoup d'infos supplémentaires, donc je vais aller chercher un autre document. Genre celui-ci, parce que j'aime bien voir le niveau de risque estimé. En supposant que je conserve ma position pendant 5 ans, eh bien j'aurai un risque de 5 sur 7. Ça me va, puisque la moyenne c'est entre 3 et 5. 1 et 2 c'est vraiment pas risqué. 6 et 7 c'est sur des placements qui peuvent être fort volatiles. Dans ce petit tableau que j'aime bien, on peut voir le rendement potentiel pour 10 000 € de placement. Dans un scénario très défavorable, on se retrouverait avec 3 400 € après 5 ans. Ça fait mal. En défavorable, plutôt 8 940, donc on est censé ne pas trop perdre. Puis le scénario intermédiaire, c'est quand même 17 000 €. Et dans le meilleur des mondes, on peut espérer dans 5 ans plus de 23 000 € à partir des 10 000 € investis. Ces scénarios sont plutôt sérieux puisqu'ils se basent sur des situations qui ont réellement eu lieu dans le passé. Donc si on connaît plusieurs années de tensions avec des guerres, des pandémies, des crises, eh bien je pourrais me retrouver avec 3 000 € sur 10 000 investis. Le truc, c'est que j'ai pas l'intention d'investir 10 000 € d'un coup, je vais y aller par palier, peut-être même sur plusieurs années. Avant de passer à la suite, qu'est-ce qui est chaud pour une petite analyse technique? Bon, il n'y a que moi, donc je m'y colle. Je reprends mon graphique à 10 ans et je vais tracer un support ici. Il fait 4 ou 5 points, donc c'est plutôt correct. Ainsi qu'une résistance juste au-dessus. Il y a aussi bien 4 points. Ça forme une tendance baissière sur 2022 et on voit bien le cours qui vient frapper le support en bas, puis la résistance en haut, puis retour au support, etc. Ceux qui sont plus actifs que moi achètent généralement près du support pour revendre près de la résistance. En 2023, on peut observer que cette longue résistance de 1 an se fait complètement transpercer. Quand le cours passe à travers une ligne de cette manière, on peut raisonnablement penser qu'il va y avoir un changement de tendance. Et ce fut le cas en 2023 où se dessine une belle tendance haussière. Malheureusement, si je prends les graphiques à court terme, on observe une belle chute depuis les conflits en Israël et Palestine. Je ne vais pas aborder dans cette vidéo le côté politique, ici on parle uniquement de finance, d'un point de vue pédagogique. Si je trace mon support et ma résistance, tu peux voir une tendance baissière assez franche. Je dis ça parce qu'il y a très peu de rebonds. Ça veut dire que le marché, on dirait qu'il sait où il va, c'est vers le bas. Après, il faut garder à l'esprit que sur ce graphique, on est à très court terme, donc c'est pas vraiment révélateur non plus. Après cette rapide analyse, je peux dire que le cours repartait bien à la hausse et puis qu'il a été complètement coupé dans son élan et qu'on suit maintenant une tendance baissière. Il chute maintenant de manière incertaine et je pense qu'on peut dire que c'est pas juste à cause de mauvais résultats de quelques entreprises. Je vais donc rester prudent parce que à mon avis, cette tendance baissière, elle est faite pour durer. Bref, avant de passer au 5e ETF, dis-moi en commentaire si ce genre de petite analyse technique te plaît ou alors si ça tire la vidéo en longueur. C'est parti pour le dernier ETF de cette vidéo, il s'agit encore d'un iShares et donc de la société émettrice BlackRock. Il est à 87 €, donc même genre de spot que pour les autres et sur 10 ans, on voit une évolution de 123%. C'est moins que tout à l'heure et on va essayer de voir pourquoi. Déjà pour 2022 et 2023, j'ai l'impression que les mouvements sont plus violents que pour les autres ETF qu'on a analysés. Si on descend, je remarque qu'il y a un hedging, c'est le signe HDG. Ça signifie qu'il y a une couverture sur le risque de change puisqu'on achète des actions qui sont normalement cotées en dollars. Je découvre un petit peu en même temps que toi, mais apparemment cette couverture elle est bien, sauf qu'elle fait augmenter les frais, ce qui est logique. Cependant, ces frais ne sont pas nécessairement compris dans le TER. TER qui est déjà ici de 0,20, donc 3 fois supérieur aux ETF qu'on a vus tout à l'heure. On va jeter un œil à la répartition, elle a l'air semblable à celle des autres. Idem pour le top 10 des positions, donc pas de surprise. J'ai aussi des documents et en lisant un petit peu, je vois qu'il y a des contrats de change à terme à 1 mois dans le but de couvrir les devises différentes à l'euro. La couverture réduit l'impact des fluctuations du taux de change entre les devises. Ok, ça a l'air d'avoir du sens, mais comme il y a des frais supplémentaires, est-ce qu'on est vraiment gagnant ou alors est-ce que ça se compense finalement? Plus bas, on trouve un risque 5 et aussi le petit tableau avec les prédictions. Je vois que dans les chiffres bas sur 5 ans, ce sont plus ou moins les mêmes, par contre les chiffres hauts sont moins hauts. Donc, est-ce qu'il y a vraiment un intérêt? Puisque je vais viser des hauts moins hauts et des bas qui n'ont pas forcément l'air plus hauts. Franchement, je ne sais pas trop, donc je ne vais pas m'avancer dans cette vidéo, je vais faire des recherches supplémentaires et on en reparlera dans une prochaine. Je vais donc me décider pour le BlackRock capitalisant, celui avec le moins de frais. Dans le doute également du produit avec un hedging qui me laisse un petit peu perplexe. Je pense que rien n'empêche d'acheter plusieurs ETF qui font un peu la même chose. Par exemple avec des émetteurs différents pour diversifier un petit peu à ce niveau-là. Ou alors comme ici, pourquoi pas avec un hedging.
Alors à court terme, on est plutôt correct et il y a des frais de 0,07. Je pars sur une position d'achat et je vais en prendre 2 au prix du marché. Je pense pas vraiment que ça puisse monter dans l'immédiat. J'ai donc maintenant 2 valeurs en portefeuille, il s'agit d'un ETF Monde et d'un ETF S&P 500. Si tu as des idées pour améliorer le format, tu peux m'en faire part en commentaire. Dans l'épisode 5, on s'intéresse aux ETF Nasdaq, donc pense à t'abonner pour ne pas rater ça. Pense également aux 2 premiers épisodes de cette série de vidéos qui sont une petite formation accélérée à l'investissement en bourse. Je t'affiche la playlist juste ici. Et enfin, je te dis à la prochaine et surtout merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout.